Et si on faisait une pause, juste un instant, pour prendre soin de soi, des autres et du monde? Le 21 décembre, c'est la journée mondiale de la méditation reconnue par l'ONU. Et pour cette 2e édition, un beau moment solidaire se prépare déjà dans toute la francophonie pour célébrer cette date de façon unique et inspirante. Du 1er au 21 décembre, chaque matin, tu pourras recevoir une méditation guidée et d'autres surprises à venir. L'idée, cultiver l'attention, nourrir la paix intérieure et surtout, renforcer notre lien aux autres et à la planète. Aux 4 coins du monde, des ateliers seront animés par des instructeurs et des instructrices certifiés pour vivre cette aventure ensemble. Alors pas besoin d'avoir déjà médité, les ateliers sont gratuits et ouverts à toutes et tous, sans prérequis. Cet événement est porté par l'association Émergence, avec le soutien du Fonds Nouveau Monde qui soutient cette saison de podcast. Les inscriptions sont ouvertes et les premiers inscrits recevront une méditation audio exclusive dédiée au solstice d'été. Le lien d'inscription est en description. Tout de suite, place à un nouvel épisode. C'est un objectif en fait, l'émerveillement. Garder la capacité d'émerveillement, c'est ce qui fait le sens de la vie en fait. Donc la liberté, c'est un équilibre des sons et des images. Pas se sentir envahi par quelque chose qu'on n'a pas voulu. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Isabelle Susini est comme tout le monde. Comme toi, comme moi, comme nous. Elle a commencé à avancer dans la vie en suivant un parcours classique, sérieux, avec des ambitions réconfortantes. C'était beau, c'était lisse, mais c'était en désaccord avec ses convictions profondes et ça sonnait faux. Et il en faut du courage pour oser suivre l'intuition qui nous pousse à déjouer les chemins tracés. C'est en voyageant sur les routes du monde qu'Isabelle a finalement puisé la force nécessaire à la prise de décision qui allait changer toute sa vie. Depuis plus de 25 ans, Isabelle Susini dédie son avenir à la protection de l'environnement. Avec le mouvement 1% pour la planète, créé en 2022 par Yvon Chouinard, elle fédère et permet le lien entre les mondes qui s'opposent. Et ce qui permet ça, c'est la philanthropie. Un réseau d'entreprises qui s'engagent à reverser 1% de leur chiffre d'affaires annuel à des organisations de protection de l'environnement. Aujourd'hui, le mouvement 1% pour la planète est connu de tous, ou presque, et envoie un signal fort d'entraide pour créer une société plus égalitaire et plus solidaire. Et pour ça, on a besoin de colibris, comme Isabelle, comme toi, pour y croire. Avec Isabelle dans cet épisode, on parle de philanthropie, d'espoir et de sens. J'espère que cette écoute t'invitera à concilier action et conviction. Bonjour Isabelle Susini. Bonjour Victoria. Je suis très heureuse de te tendre enfin le micro jaune. Ça fait plusieurs mois qu'on essaie de trouver ce moment et le moment est enfin aujourd'hui, avant la projection de Shimla Annecy, donc merci pour ce précieux temps. Merci pour ton accueil. J'ai l'habitude de présenter mes invités, mais bien souvent avec des casquettes professionnelles. Pour une fois, j'ai envie de te retourner la question et de te demander comment est-ce que toi, tu voudrais te présenter aujourd'hui, au-delà de la casquette présidente de 1% for the Planet. Alors, je suis directrice du 1% pour la planète, qui est du coup, je suis pas dans la gouvernance, mais je suis la directrice. Et alors, comment j'aimerais me présenter au-delà du côté professionnel ? Et j'avoue que ça tient beaucoup de place. Ma passion pour l'environnement tient beaucoup de place et j'ai la chance que ça fasse partie de mon métier, de ma vie au quotidien. Et du coup, finalement, c'est un tout. Je suis une femme de bientôt 54 ans, avec 2 enfants qui ont 12 et 15 ans, et un métier passionnant, avec une volonté de transmettre au maximum un message environnemental dans mon métier et à mes enfants aussi, dans leurs actions, dans la vie qu'on partage aujourd'hui. Il y a une question que je pose à tous mes invités en introduction, c'est qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ?
Alors, heureusement, elle m'a appris des tonnes de trucs. Ça, j'apprends tous les jours. Qu'est-ce que la vie m'a appris jusqu'à aujourd'hui? Que c'est important de garder sa curiosité. À tout âge, la curiosité est un véritable moteur. J'essaie de garder cet état d'esprit au maximum. Comment est-ce que tu la cultives au quotidien? C'est continuer à apprendre des langues. J'essaye de parler un certain nombre de langues. J'ai eu la chance d'habiter en Suède et donc j'essaye de continuer à garder mon petit niveau en suédois, mais et d'autres langues avec ça, l'espagnol, l'allemand et l'anglais que je pratique quand même souvent dans mon travail. Mais du coup, c'est se mettre sur une application pour continuer à apprendre des nouveaux mots dans telle ou telle langue, ou écouter un chant d'oiseau le matin et essayer de savoir ce que c'est comme oiseau. Donc c'est tout simple. Et cette curiosité, tu l'as en toi depuis toujours, puisque déjà, après être diplômée d'école de commerce, tu t'es lancée dans un tour du monde. À quel âge tu es partie et c'était quoi ton intention à ce moment-là? Eh bien, j'avais 22 ans et donc une soif de découverte du monde que je ne connaissais pas ou très peu. Et l'envie de partir loin vers des nouveaux pays, des civilisations différentes, des populations différentes. Donc c'était l'intention, c'était d'en prendre plein les yeux. C'était vraiment ça, de vivre dans différents endroits. Mais ce tour du monde-là, j'étais quand même jeune, j'avais 22 ans. Ça, c'est au début des années 90 quand même. Donc, il faut se remettre dans un contexte quand même très différent de maintenant. Il y avait quoi de différent? Il y avait quoi de différent? Déjà, quelque chose de majeur qui était une non-conscience à ce moment-là de la crise environnementale dans laquelle on est aujourd'hui. La conscience, elle était beaucoup moins répartie, beaucoup moins partagée, même si elle n'est encore pas assez. Mais à l'époque, c'était absent, y compris de mes réflexions. À 22 ans, l'idée, c'était principalement de faire de la découverte, d'aller voir des choses que je ne connaissais pas et vivre des moments assez exceptionnels. Et je savais que j'avais un créneau entre la fin de mes études et le début d'une autre histoire qui était d'aller vivre en Suède pendant une durée indéterminée. Donc je savais que j'avais quelques mois pour assouvir cette soif de découverte. Donc c'était ça l'état d'esprit. C'était assez égoïste quand même. Hein. Et au final, sans que tu l'anticipes et que tu le prévois, c'est un voyage qui a changé radicalement ta vie, puisque tu t'es rendu compte que tu souhaitais dédier ta carrière professionnelle à la protection de l'environnement. C'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement pour que tu aies ce déclic-là? Eh bien, c'est face à une beauté d'un paysage extraordinaire sur l'île des Pins, qui est une petite île au large de la Nouvelle-Calédonie. C'était une sorte j'ai du mal à l'expliquer, à part un déclic en fait. Vraiment une sorte de sidération face à quelque chose d'extrêmement beau, mais qui était visiblement fragile, qui était pas du tout abîmé. Hein. C'était pas du tout un endroit qui avait besoin d'être, qui donnait l'envie d'être nettoyé ou protégé. C'était juste d'une beauté à couper le souffle. Et c'est là, effectivement, que je me suis dit, mais je veux travailler pour la protection de lieux comme ça. J'ai toujours été proche de la nature, attirée par les plantes, les animaux, les forêts, enfin tout ce qui est vivant en fait. Mais d'être là-bas, face à cette beauté extraordinaire, ça m'a vraiment convaincue que je voulais conserver en fait des lieux pareils. Donc je l'ai marqué dans mon petit calepin. Tu dois connaître ça, le fait de prendre des notes quand on voyage. On peut noter ses impressions et c'est des choses qu'on ne veut pas oublier. Donc vraiment, je m'étais fait une sorte de promesse que je voulais travailler dans la protection de l'environnement. Et c'est un petit calepin que j'ai retrouvé quelques années après, quand j'étais en Suède, partie pour travailler pour une entreprise française bien connue dans l'agroalimentaire et qui pouvait être considérée comme vraiment un peu le summum de ce que pouvait rêver un étudiant sortant d'école de commerce, faire du marketing pour une entreprise comme ça. Mais toi, ça ne te faisait plus rêver? En fait, j'avais une sorte de course à l'échalote. C'était assez fantastique d'avoir ce job, mais je suis retombée sur ce petit calepin et c'était une sorte de boomerang, mais j'avais oublié.
J'avais oublié qu'il y avait eu cette prise de conscience et cette promesse. Et c'est redevenu une évidence. Mais bien sûr, je ne peux pas me retourner sur ma carrière dans, je sais pas quel temps je m'étais donné pour une carrière, mais j'avais une petite vingtaine d'années, donc dans 40 ans, et me dire que mon bilan, ça va être d'avoir vendu tant de tonnes de biscuits, tant de tonnes de moutarde dans un pays scandinave. Enfin, je me suis rendu compte que ça n'avait pas vraiment de sens pour moi. Ça l'a peut-être pour plein d'autres gens, et c'est pas une critique, mais sauf que pour moi, ça ne pouvait pas être un élément de bonheur, en fait. Donc, c'est là que j'ai pris la décision de reprendre des études. De reprendre mes études. C'est ça. Donc, tu as eu finalement une action très courageuse qui a été celle de renoncer, de dire non au CDI qui était sur le papier fabuleux et qui pouvait te préserver un avenir très sécurisant. Et tu es retournée sur les bancs de l'école à Paris, je crois, en suivant un cursus de génie et gestion de l'environnement. C'est ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là ? Est-ce que tu as peur ? Est-ce que tu as le sentiment d'avancer à contre-courant, de prendre du retard par rapport à d'autres personnes qui, comme toi, étaient déjà lancées dans la vie des grands, entre guillemets ? On a le chat qui mange qui joue avec ce micro. Et là, je vais essayer de l'occuper autrement, avec ma main. Il va manger ma main. Ça l'intéresse moi, bien sûr. Mais ce que je me suis dit en retournant sur les bancs de l'école, déjà, c'était que des sujets passionnants. C'était sur la biodiversité, sur l'agriculture. Après, c'était sur des risques de pollution, etc. Mais j'étais enfin, en fait, à ma place. Enfin, sur des sujets où c'était que passionnant, avec, bon, évidemment, des sujets un peu difficiles, un peu compliqués, un peu sombres, mais c'était ça, en fait, que je voulais faire depuis le début. Et c'était finalement les études précédentes dans lesquelles je m'étais lancée sans réfléchir, voilà, parce qu'il y a une sorte de voie tracée. Si on est plutôt dans les bons élèves, alors on fait une classe prépa, parce que, enfin, déjà on fait on va dire un bac scientifique parce qu'on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, donc on sait que ça élargit tous les champs des possibles. J'avais postulé à plusieurs classes prépa, j'ai pris celle j'ai fait un peu fait plouf, hein, franchement. Parce que tu n'avais pas d'idée de comment envisager ton avenir avant. C'est ça, à 18 ans, je trouve que c'est très jeune pour imaginer la suite, donc j'ai fait au plus simple. Je fais une prépa et après une école. C'était l'erreur, en fait. C'était une erreur de vouloir aller dans cette voie-là, mais j'ai eu cette chance-là d'avoir une deuxième chance, justement, et de pouvoir reprendre mes études dans un domaine qui me plaisait. Mais chance que tu t'es créée, finalement. Oui, et en fait, préalablement à ça, c'est lié à deux conversations que j'ai pu avoir. Je suis tombée sur les bonnes personnes aussi. Donc, quand je me suis posé les questions, quand j'étais en Suède avec un travail, où je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire après ? Je me suis dit, qui est-ce qui peut m'aider à m'orienter ? J'avais l'impression que ma vie était déjà toute tracée, que c'était déjà trop tard. Du coup, j'avais 24 ans. Hein. C'est comme si c'était déjà la fin, et que je peux pas revenir en arrière. Mais j'ai eu les bons contacts et deux personnes qui ont eu la gentillesse de me consacrer un petit peu de temps à creuser quelles étaient vraiment mes motivations et qui m'ont dit, écoute, c'est très simple. Ce que tu as fait jusqu'à présent n'est pas du tout à jeter à la poubelle. Tu as déjà un diplôme, une expérience professionnelle. Et bien, il te suffit juste d'avoir, de compléter ça, en fait, et de trouver la bonne formation qui va te donner le bon langage, la bonne connaissance pour faire ce que tu souhaites. Et donc, à l'époque, c'était pas compliqué parce qu'il y avait deux formations en France, une à Paris, à Jussieu, et une à Strasbourg. Et j'ai pris celle de Paris par simplicité. Voilà comment ça s'est fait. Oui, la vie, toujours une histoire de rencontre au bon moment, au bon endroit. C'est ça. Il y a une autre rencontre qui va marquer un grand tournant dans ton destin et dans ton parcours professionnel. C'est celle avec Yvon Chouinard, on va en reparler. Mais pour passer brièvement sur ton parcours, après tes études, tu as passé plus de 15 ans dans le milieu des entreprises responsables. D'abord chez Yves Rocher pendant 3 ans, puis chez Patagonia pendant 13 ans en tant que responsable RSE. Et depuis l'été 2015, tu es à la direction de l'antenne française de 1% for the Planet. Alors déjà, je vais te laisser présenter ce mouvement parce qu'on le disait tout à l'heure hors antenne, hors micro. Pour nous, tout le monde connaît ce mouvement parce qu'on en entend quand même beaucoup parler. Mais le fait est que tout le monde ne le connaît pas encore. Donc si en quelques mots, tu peux nous le présenter. Avec plaisir. Eh bien, le 1% pour la planète, donc comme tu l'as
rapidement évoqué, le point commun, c'est Yvan Chouinard. C'est Yvan Chouinard, fondateur de Patagonia, qui a décidé de créer ce mouvement en 2002 parce qu'il était lui-même philanthrope à hauteur d'1% de son chiffre d'affaires. Donc, c'est-à-dire qu'il donnait 1% de son chiffre d'affaires à des associations de protection de l'environnement, mais il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas continuer ou avoir un impact significatif s'il le faisait seul. Et donc, il a eu cette idée géniale de se dire qu'il allait créer avec Craig Matthews, son copain de pêche à la mouche, un élément différenciant, reconnaissable, avec un message ultra lisible, simple, 1% for the planet. Même si on n'est pas bilingue en anglais, globalement, on comprend qu'il y a une promesse environnementale de la marque ou du produit ou du service qui porte le logo 1%. Donc, ils ont créé ça, donc une organisation à but non lucratif basée aux États-Unis. Et l'idée, c'était d'avoir du staff pour mobiliser les entreprises et les convaincre de reverser 1% de leur chiffre d'affaires. Et de faciliter le financement des projets associatifs, parce qu'ils partaient d'un constat à l'époque aux États-Unis qui n'a guère changé depuis, qui est que seulement 3% de la philanthropie, c'est-à-dire du mécénat, de l'argent qui est donné par les entreprises et les fondations, est fléché vers la cause environnementale. On peut imaginer que, pareil, c'est ce que tu disais, c'est-à-dire on peut penser que le 1% est connu par tout le monde ou que la cause environnementale est défendue par tout le monde. Eh bien non, c'est encore le parent pauvre du mécénat. En France, c'est 7% des sommes qui sont fléchées vers la cause environnementale. Donc ça reste, tant que c'est moins de 10%, c'est peanuts en fait. C'est pas considéré comme étant une cause importante. Donc, tout notre rôle, c'est de convaincre les entreprises de reverser 1%, 1% de quelque chose, 1% de toute l'entreprise, d'une marque ou d'une gamme, et de les aider à faire ce financement, faire ce fléchage philanthropique, parce que plus elles vont être aidées, plus les flux financiers vont être accélérés. Nous, ce qu'on veut, c'est faire en sorte que les associations, elles soient plus sur le terrain. Un chercheur comme Jean-Baptiste Bosson, on préfère qu'il soit chercheur plutôt qu'il soit chercheur de fonds. Je préfère qu'il soit dans la recherche scientifique versus chercher des fonds. Donc, on est dans la volonté d'accélérer les flux financiers pour que les associations, elles travaillent pour la cause qui nous est commune, en fait, la protection de la nature. Et au-delà de ça, vous menez aussi plusieurs événements tout au long de l'année. Je crois qu'il y en a un notamment en octobre qui va être lancé, les rencontres pour la planète et pour une transition juste et démocratique. Comment est-ce que quelqu'un qui peut-être écoute ce podcast aujourd'hui, qui aimerait rejoindre ce mouvement et cet événement, comment il fait? Qu'est-ce qu'il peut faire aussi pour contribuer à aider ce projet-là? Alors, il y a plein de possibilités. En fait, et le but du 1%, c'est d'être hyper agile et de faire en sorte que tout soit possible, quel qu'on soit, en fait. Donc, si on est une entreprise et qu'on a envie de s'intéresser à la cause environnementale, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on ne sait pas par quel projet environnemental ou par quelle cause commencer, et c'est pour ça qu'on existe. Donc, l'événement, il nous a permis, après un appel à projet qui a généré 186 candidatures plus exactement, on en a présélectionné 40. Okay. Donc là, on vient de finaliser la sélection, et c'est ces 40 projets qui vont se présenter les uns derrière les autres, par thématique. Et donc, si quelqu'un est philanthrope, soit parce qu'il a une fortune personnelle, soit parce qu'il a son entreprise, il peut choisir la thématique qui l'intéresse, que ce soit forêt et vie sauvage ou les questions de climat ou les questions de pédagogie active au contact de la nature, peu importe, en fait, selon nos tripes, en fait, on a des sujets qui nous intéressent plus ou moins. Et donc, les thématiques défilent et les philanthropes, les entreprises ou fondations peuvent faire leur marché philanthropique sur place. C'est un événement qui est plutôt B2B, qui rassemble des mécènes qui viennent rencontrer des associations qui sont sélectionnées. Après, c'est aussi un événement qui est retransmis en direct et qui permet du coup à toutes les communautés de ces 40 associations de rejoindre et d'entendre les pitchs des projets et des associations. Mais en amont de ça, la participation, elle se fait en gros entre début septembre et l'événement qui a lieu le 7 et 8 octobre. Il y a toute une partie crowdfunding des associations. Et là, on est plutôt la partie B2C, c'est-à-dire que les 40 projets sont en ligne. Ils font chacun une levée de fonds avec un modèle identique, avec l'idée que chacun va convaincre sa propre communauté et au-delà de son projet. Et nous, on incite au don en faisant un abondement. Si un individu donne 10 à tel projet, on va aussi donner 10. Et ça, c'est le principe d'une forme c'est un peu comme toutes les promos. On a envie d'en profiter, parce que ça dure pas très longtemps. Si je donne 10, l'association va recevoir 20, mais si je donne 20, l'association reçoit 40. Donc, il y a une sorte
d'amplification de la générosité grâce à un mécanisme comme ça. Et toutes ces initiatives qui sont mises en place, notamment au sein du mouvement 1% for the Planet, elles sont rattachées à beaucoup de valeurs, mais aussi avant tout une philosophie de vie qui est donc inspirée par Yvon Chouinard. Là, on a parlé de cette redistribution d'argent, de chiffre d'affaires de grandes organisations, mais ça peut passer aussi par le bien-être au travail, la santé mentale des employés, etc. Il y a plein de sujets qui sont mis en avant par Yvon Chouinard. Moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui t'inspire le plus chez lui. Je pense son non-conformisme, sa volonté de faire ce qui n'existe pas, de ne pas être un suiveur, mais plutôt un pionnier. Quand je travaillais chez Patagonia, tout était possible. Si on voulait réduire l'empreinte écologique de l'entreprise et qu'il suffisait de mettre des réducteurs de pression d'eau sur les robinets, c'était même pas la question. Enfin, donc n'importe qui pouvait dans l'entreprise, qu'on soit responsable RSE ou comptable ou vendeur, etc., pouvait proposer des choses. C'est très inspirant en fait cette liberté donnée à chacun d'agir et de contribuer à différentes échelles. C'était génial. On arrive à des questions un peu plus personnelles, liées toujours à l'engagement, mais surtout à ton engagement à toi et comment est-ce que tu le vis. Aujourd'hui, tu es très, très occupée par ta vie professionnelle et on l'a d'autant plus vu quand je t'ai demandé de te présenter en introduction où, en fait, très vite, ça a tourné autour de ça. Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre professionnel et personnel aujourd'hui ? Je pense que oui. Je pense que c'est relativement équilibré quand même. À partir du moment où j'ai eu des enfants, j'ai voulu travailler en 4/5e, donc j'ai tous mes mercredis avec mes enfants. Ça, c'est important. J'essaye de faire des choses avec eux. Là, ils sont plus grands, donc ils sont un peu plus dans une phase d'adolescence et d'autonomisation vis-à-vis des adultes. Mais j'ai essayé jusqu'à présent de leur consacrer autant que possible du temps de vacances, de découverte, traverser la Corse à pied avec eux ou Collioure-Cadaqués à pied ou vivre des choses qui ne sont pas spontanément des demandes d'enfants d'ailleurs. La randonnée, c'est pas forcément ce qui me mettrait en haut de leurs activités idéales, mais avoir des temps de partage qualitatif avec eux, je pense que c'est en tout cas, c'est un peu la base que je me donne. Et ce que je me suis toujours aussi donné comme minimum, c'était, j'ai la chance, puisque ça fait 10 ans que j'ai repris le 1%, j'ai pu le localiser où j'habite. Et donc, je vis techniquement à 1,5 km à vol d'oiseau de mon bureau. Donc, j'ai cette chance-là d'être juste à côté. Donc, je gagne beaucoup de temps que je ne passe pas dans les transports. Je n'aurais jamais accepté de passer 1h30 le matin, 1h30 le soir et de perdre ce moment-là avec eux. Je les accompagne tous les matins pour qu'ils prennent le bus. Donc, on a ce petit moment ensemble, même s'ils sont adolescents. Ils ne m'ont pas encore rejeté au moment du bus. Ils n'ont pas encore honte d'être accompagnés par leur maman, ou peut-être ils ne me l'ont pas dit. Mais non, on a quand même beaucoup de moments ensemble, en tout cas au maximum. Et tu arrives à couper de ton engagement aussi ou tu y penses et toujours en arrière-pensée ? Franchement, c'est quand même toujours en arrière-pensée. Non, c'est très présent. Je trouve ça difficile en fait de vraiment couper parce que finalement, ça touche à plein d'actes de la vie quotidienne. C'est parfois un peu pesant parfois hein, quand on se pose des questions sur quelles vont être nos vacances. Je prends pas l'avion. Et on impose du coup à nos enfants de ne pas prendre l'avion. Ils n'ont pas connu ce qu'on a connu auparavant, donc ils peuvent considérer aussi que c'est une injustice, que finalement on les emmène pas à faire des trucs à droite et à gauche comme tous leurs copains font. C'est plus compliqué. Finalement, c'est une question qui revient tout le temps au quotidien. Voilà, les vacances, mais l'alimentation. L'eau qui circule tu vois, le fait de récupérer l'eau de pluie et de l'utiliser pour un certain nombre de choses dans la maison. C'est au quotidien en fait ce qu'on va acheter ou ne pas acheter, ou refuser d'acheter, expliquer le pourquoi. Pourquoi est-ce que on ne va pas acheter telle robe sur tel site? Non, ça c'est en dehors de nos valeurs et donc c'est du quotidien. Est-ce que tu te sens à ta place aujourd'hui ? Oui.
Et qu'est-ce qui fait que tu te sens si à ta place, autant à ta place? Parce que c'était vraiment un oui affirmé. Ah oui, vivre ici, c'est un choix. C'est vrai que d'avoir eu la chance de voyager dans pas mal d'endroits à plusieurs occasions il y a longtemps m'a permis de me dire, voilà, finalement, je vais vivre en France. Et après, j'ai fait une sorte de tour de France pour voir dans quel endroit était la bonne option. Biarritz faisait partie des options. Annecy faisait partie. Voilà, il y avait quelques coins de France comme ça qui cochaient pas mal de cases avec la montagne, la présence de l'eau. Et quand je sors de chez moi et que je sens la bouse de vache, c'est bon signe. C'est bon signe. Que j'entends les oiseaux, c'est bon signe. C'est très personnel, mais c'est l'environnement qui me convient. Et qui influe aussi sur qui on est, ce qu'on émane, ce qu'on fait. Forcément, oui. Il y a une question que je pique à Léa Salamé, qui est: est-ce que tu te sens une femme puissante aujourd'hui? Et je te la pose parce que moi, je te vois comme telle. Donc, je voulais savoir si déjà tu en étais consciente et si tu t'estimais être une femme puissante. Pas du tout. Non. Pourquoi? Alors, parce que après, qu'est-ce que c'est qu'une femme puissante? Je te le demande, tiens. À mes yeux, pour répondre à la question et te dire que je ne m'estime pas une femme puissante, pour moi, les puissants, c'est ceux qui ont un pouvoir politique et économique majeur. Et donc, je ne m'estime pas avoir ni l'un ni l'autre. Alors, on est toujours le puissant par rapport à quelqu'un d'autre, mais le 1% pour la planète, c'est un réseau d'entreprises françaises qui reversent 1% de leur chiffre d'affaires. Au total, ça fait 14 millions d'euros qui ne transitent pas par nous. C'est la plupart du temps, pour 80%, c'est du fléchage direct. Donc, on ne possède pas ces 14 millions. Et même quand ils transitent par nous pour une partie, ils ne font que rentrer et sortir et être attribués. Enfin, je n'estime pas avoir une puissance économique et encore moins politique. Mon rôle est uniquement de m'assurer que la mission de l'organisation à but non lucratif est bien suivie, est bien d'intérêt général, que c'est au profit du bien commun pour une cause qui m'est très chère. Mais l'avantage de travailler pour une organisation à but non lucratif, c'est que c'est souvent quand même des décisions qui sont collégiales. Il y a une gouvernance, justement, avec une présidente, une vice-présidente, trésorier adjoint, etc. Il y a un bureau et au total 15 administrateurs. Donc, ça donne moins de pouvoir aussi à l'individu, heureusement d'ailleurs. Ça permet de se considérer comme étant dans un puzzle, mais d'être une pièce du puzzle avec le même objectif. Elle ressemble à quoi une journée de Isabelle Susini? Eh bien, elle commence à 6h. Très tôt. 6h. Réveil ou pas de réveil? Oui, réveil, oui. Oui, quand même. Petit déjeuner avec les enfants, les accompagner à pied pour prendre le bus. Et après, j'ai mon petit temps seul avant de commencer à travailler. Je vais à mon bureau ou bien je me déplace. Je me déplace à peu près 2 fois par mois. Donc, je vais à Paris principalement. Donc, soit effectivement, je prends un TGV pour me rendre à Paris pour différents rendez-vous, différentes conférences, beaucoup de connexions avec des réseaux philanthropiques. Soit je suis avec mon équipe basée ici, parce que j'ai aussi une équipe à Paris. Soit je suis basée au bureau pour avancer sur différents sujets. Et là, dernièrement, ce qui m'a beaucoup occupée, ça a été de lire les projets et de choisir avec mon équipe les projets qui allaient pitcher aux rencontres pour la planète. Donc, c'est en partie ça, et c'est en partie la gestion d'équipe, la gestion d'un budget, gestion d'une gouvernance. Voilà, c'est des relations humaines à travailler. Les temps de solitude, ils sont importants pour toi? Ils sont importants pour prendre du recul et ils sont pas suffisants. Qu'est-ce que le mot émerveillement t'inspire? Qu'est-ce qu'il m'inspire? En fait, c'est un objectif, en fait, l'émerveillement. Garder la capacité d'émerveillement, c'est ce qui fait le sens de la vie, en fait. Si on perd cette capacité-là, c'est beaucoup moins intéressant. Et la liberté, c'est quoi pour toi?
La liberté, si je me la représente en image, c'est être sur un vélo et des sons positifs. En fait, moi, je suis un petit peu sourde. Donc là, j'ai des écouteurs qui peuvent amplifier des bons sons, des mauvais sons. Et les bons sons, c'est les chants des oiseaux. Les mauvais, c'est une sirène d'une voiture de police ou un avion dans le ciel ou un moteur de moto, par exemple. Mais, donc la liberté, c'est un équilibre des sons et des images. C'est pas se sentir envahi par quelque chose qu'on n'a pas voulu. C'est beau. On arrive à la question signature du podcast. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Ça peut être autour de 1% fort de planète, ça peut être autour de leçons de vie que tu aurais retenues, que tu aimerais partager. Écoute, j'ai entendu il n'y a pas très longtemps une conférence d'Olivier Hamon. Qui parle de robustesse. Exactement, qui parle de robustesse. Et il y a une image qui m'a donné, enfin qu'il a donné à toute l'Assemblée, hein, pas spécialement à moi, pardon, qu'il a donné à tout le monde et parce que c'est une image, je l'ai trouvée, en tout cas, je l'ai retenue. Et je l'ai trouvée très pertinente en fait pour garder espoir, pour garder sa ligne de mire et penser que les changements pour lesquels on travaille peuvent arriver, même si on n'est pas très nombreux. En fait, il utilise l'image des oiseaux migrateurs, des groupes d'oiseaux. Quand tu as beaucoup d'oiseaux qui sont dans l'air ensemble et qui peuvent aller dans un sens, dans l'autre, tu imagines la masse qui évolue dans le ciel, une sorte de nuée d'oiseaux. Et en fait, il explique que ceux qui dirigent la troupe, ceux qui dirigent le collectif de ces oiseaux, c'est ceux qui sont à la marge, c'est ceux qui sont sur l'extérieur. Et c'est très peu d'oiseaux, en fait, qui sont... Donc, c'est pas forcément le groupe qui décide, c'est ceux qui sont à la marge qui arrivent à piloter et à donner la bonne direction. C'est une super image, parce que ça nous fait prendre conscience qu'on n'a pas besoin d'être très nombreux à vouloir aller dans le bon sens. Il suffit juste d'être quelques-uns. Du coup, ça me donne beaucoup d'espoir. Et ça rejoint la citation de Margaret Mead qui dit toutes les grandes révolutions dans le monde ont été insufflées par une petite poignée de personnes très déterminées qui voulaient le changement. Exactement. C'est tout à fait dans cet ordre-là, parce que c'est vrai qu'on peut avoir un certain nombre de messages difficiles. En ce moment, l'actualité est quand même pas très réjouissante. Et voilà, on a l'impression que ça s'accumule sur nos épaules et que évidemment, c'est difficile. Et pourtant, on est dans une situation très facile par rapport à plein d'autres. Mais de prendre une image de nature, que ce soit un oiseau, donc cette image d'Olivier Hamon avec les oiseaux migrateurs, mais ça pourrait être d'autres choses en pleine nature, les chemins de montagne, les fleurs autour des chemins. Tout ça, c'est des manières de respirer, en fait. Il y a une image que j'ai toujours gardée de la Suède, pour y avoir vécu 2 ans et demi à Stockholm. La mer est omniprésente, l'eau est omniprésente, et aussi les oiseaux qui vivent dans l'air, sur la terre et un peu sur l'eau. Et quand j'ai une sorte de bouffée de stress où je me sens un peu ensevelie sous le poids de choses difficiles à vivre, je pense toujours à ces oiseaux marins, aux mouettes en particulier. Je me mets presque à sa place. Et ça permet de relativiser. Imaginer, de ressentir le vent dans des plumes, c'est une autre perspective par rapport au monde. Magnifique. Et c'est une forme de poésie aussi. Écoute, je ne sais pas, mais ou de bouée. Ou de bouée et je pense qu'on a chacun notre bouée sur laquelle se poser et qui nous sauve. Merci beaucoup Isabelle. Merci Victoria. Est-ce qu'il y a un lien vers lesquels c'est plus propice de rediriger les auditeurs, auditrices du podcast pour 1% ou pour l'événement qu'il y aura en octobre ? Alors le lien le plus simple, c'est notre site web 1%fortheplanet.fr, donc tout écrit en lettres en anglais. C'est là où il y a toute l'information sur qui on est, les événements qu'on organise, en particulier celui-là.
et puis toutes les levées de fonds en cours. Et puis, il y en a une notamment qui nous tient particulièrement à cœur en ce moment, c'est le 1% pour les glaciers. Donc, c'est des dons qui sont doublés au profit de 6 associations. Donc, un don au profit de 6 associations qui travaillent sur la question des glaciers. Comme c'est l'année des glaciers, c'est hyper important. Voilà, c'est, je pense, le plus... je mettrai tous les liens en description. Et merci pour cette initiative, on en a tellement besoin. Merci pour tout ce qui est mis en place avec One Person et le reste, parce que c'est précieux. Merci de nous donner cette tribune qui, j'espère, pourra mobiliser. Merci. Merci, Victoria. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.